Bienvenue dans CAP 2025. Aujourd'hui, nous abordons un événement passé qui a et continue d'impacter notre nation, le casse de la BCEAO. Quels sont les effets de cet événement sur notre démocratie? Restez avec nous pour le découvrir et pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir M. Philippe-Henri Tablé, ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est parce que vous appelez Tablé? Est-ce que c'est parce que vous venez de Gagnois comme lui que vous avez été choisi à la tête de cette institution? Ce serait une grave insulte au président Laurent Gbagbo que de dire qu'il m'a nommé parce que je viens d'une région donnée de la Côte d'Ivoire. Lui seul peut dire les critères qui l'ont amené à le faire, mais c'est sûrement pas ça. C'est sûrement pas ça. Et si je m'en tiens aux échos que j'ai eus par la suite, ses pairs ont apprécié le fait que j'ai fait toute ma carrière à l'intérieur de l'institution. Donc cela a dû être un élément favorable donc, à ma nomination. Alors, votre départ de la tête de la Banque centrale a-t-il été un acte délibéré, un acte de votre propre chef, ou vous a-t-on poussé à la démission? Officiellement, j'ai demandé à partir et eux, ils ont accepté avec enthousiasme parce que je ne faisais plus tellement leur affaire. Voilà, puisque nous étions en désaccord fondamental sur la façon dont devait se comporter la Banque centrale au regard de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Nous, au niveau de la Banque centrale, nous avons estimé que cette question était essentiellement politique et ne concernait pas la Banque centrale. Nous n'avions pas à nous prononcer sur qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Parce que c'était la question qui était posée. Oui, c'est ce qui était demandé à la BCEAO de faire, de reconnaître que Gbagbo a perdu les élections et que c'est Ouattara qui l'a gagné. Mais ce faisant, nous serions immixés dans une affaire qui est intérêt à un État et une affaire qui n'est même pas un domaine, le domaine d'évolution de la banque. Exact. Et ça allait être une position contraire au statut de la banque. Donc nous avons refusé en disant que ce n'était pas notre champ d'action et que nous sommes dans le domaine financier, économique, etc., mais pas politique. Et c'est pour ça que nous n'avons pas accepté, comme on nous le demandait, de faire un communiqué pour reconnaître le gouvernement du Golfe. Alors, revenons, si vous le permettez, monsieur le gouverneur, sur un événement tragique, le casse ou le braquage, pour certains, de la BCEAO en 2010. Que s'est-il passé exactement durant le casse de la BCEAO? La Banque centrale a-t-elle été réellement braquée? En réalité, il n'y a pas eu de casse. Parce que pour qu'il y ait casse, il faut que quelque chose soit cassé. En réalité, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu la réquisition, le ministre Katina, avec ses collaborateurs, plus des huissiers et un représentant du procureur de la République, est allé dans les locaux de la BCEAO, à l'agence principale, ici au plateau, pour d'abord signifier, rencontrer le personnel et lui dire donc ce qui se passe, l'appeler à la mobilisation, demander qu'il vienne au travail et le rassurer quant à comment les choses vont se passer et voir aussi quels sont les existants dans la banque du point de vue donc du numéraire, voir aussi les attentes et les préoccupations du personnel, puisque tout ce système-là passait maintenant sous le contrôle de l'État de Côte d'Ivoire. Donc il fallait voir de quoi on hérite. Voilà. Et c'est pour cela que le ministre donc, Katina est allé, il a rencontré le personnel. Et puis après, il est parti. Donc le ministre Katina n'est pas entré dans les bureaux
et encore moins au caveau. Bon, donc, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de vol. Le ministre Kone Katina n'est pas venu avec des camions pour remplir ces camions d'argent et partir. D'ailleurs, ce que vous dites me fait penser quand j'étais en audience, enfin, on passait devant les tribunaux, le juge, le président du tribunal a dit comme ça, oui, le ministre Katina a volé 300 milliards, etc. J'ai levé la main pour lui dire, Monsieur le Président, est-ce que vous avez une idée de la quantité que constitue 300 milliards? Même en bien de 10 000, ça fait des cartons ou bien des caisses, pratiquement des conteneurs. Alors, comment le ministre Katina, qui pour sauver sa vie a fui en passant par Noé, etc., et quelquefois en pirogue, pouvait donc avoir toutes ces caisses d'argent sur sa pirogue en train de pagailler pour sortir donc du danger? Non. C'est pour dire qu'effectivement, le casse n'a pas existé. C'est pas vrai. C'est pas vrai, et c'est ça qui est dommage, parce que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, il ne faut pas que la politique se fasse sur des mensonges. C'est ça. Les autorités de la BCEAO, en agissant ainsi, est-ce que ce n'était pas une sanction qui était appliquée à la Côte d'Ivoire? C'était au plan économique. Asphyxier l'État de Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. C'est-à-dire ça rentrait dans un plan commun, cette fois-ci réel. Hein. Ça rentrait donc dans ce plan-là de liquider le président Gbagbo, de le mettre, j'allais dire, entre guillemets, hors d'état de nuire, hein, selon eux. Alors, ils ont tenté de le faire de différentes manières, parce que l'éliminer, le mot éliminer contient... Sinon vitrifier, comme disait Sarkozy. Voilà, hein, donc, si on veut éliminer, on peut tuer en éliminant, on peut écarter, on peut museler, etc. Mais enfin, faire en sorte qu'il ne soit plus gênant pour qui que ce soit, hein, dans leur camp. C'était ça. Alors, on n'a pas réussi à le tuer. C'était dans le sous-sol où on était, les bombardements ont eu lieu, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour pouvoir l'éliminer, même à son arrestation. Le président a eu beaucoup de courage. Bon. Mais vous aussi, vous avez eu beaucoup de courage parce que vous étiez au bunker aussi. Comment ça s'est passé? Non, il n'y a pas de bunker. Il n'y a pas de bunker. Il n'y a pas de bunker, parce que quand on dit bunker, c'est un sous-sol. C'est un terme militaire qui veut dire que c'est fortifié, il y a des lucarnes, il y a des fortifications, il y a des canaux, etc. Bon. C'est un sous-sol comme on en trouve dans toutes les maisons. D'accord. Alors, nous comprenons mieux les circonstances, mais quelles ont été les répercussions immédiates sur le paysage politique de la Côte d'Ivoire, parlant du casse? J'insiste qu'il n'y a pas eu de cas parce que c'est important, c'est sur tout ça que repose l'éviction du nom du président Gbagbo de la liste électorale. Okay. Donc il est important d'insister sur la question. Il n'y a pas eu de casse et c'est ça qui est dommage. Alors, je dis ça parce que la Banque centrale, qui est censée être la victime, la BCEAO, n'a jamais porté plainte. Jamais. Jamais. Et vous êtes bien placé pour le dire. Oui. Et puis bon, tout le personnel qui était là, quand la réquisition a eu lieu, hein, ce n'étaient pas tous des amis du président Gbagbo. Il y avait de tout dedans. Donc quelqu'un au moins peut se porter témoin pour dire que oui, j'ai vu Katina traînant une caisse de billets et le mettant dans un camion. Mais rien de tout ça. Un genre de coup monté pour pouvoir donc éliminer, comme j'ai dit, le président. Alors, c'est les faits, hein, c'est des faits. Et un autre élément qu'il faut souligner, c'est que quand, après le 11 avril,
les personnes qui dirigeaient l'agence, la BCAO Côte d'Ivoire, ont été virées et on les a remplacés par d'autres personnes et qui ont donc pris la place. Et le siège, pour prouver que l'argent avait été pris, puisque selon eux, l'argent avait été pris, donc pour prouver ça, ont commis un audit interne. L'audit interne n'a rien révélé. Donc, selon l'audit interne, rien n'a été volé. On n'en était pas sûr. On va donc commettre un cabinet d'audit de renommée internationale, dont je ne dirai pas le nom, qui est donc commis et qui fait l'audit. Rien. Les Français, qui tenaient aussi à tout prix à montrer que de l'argent avait été volé par Gbagbo, ont commis à leur tour le Trésor français pour venir faire un audit. Rien à leur tour. Et tout ça se retrouve dans les livres, dans les rapports financiers de fin d'année de la banque de 2011, où on n'a aucune trace, mais je dis bien aucune trace d'un vol quelconque de ce montant et de tout autre montant qui aurait été pris par qui que ce soit. Rien. Donc c'est sûr du faux. Et jusqu'à présent, moi je reçois en tant qu'ancien gouverneur, je reçois le rapport financier, le rapport annuel de la Banque centrale de la BCAO. Rien. Jusqu'à présent, 2011, 2012, 2013, jusqu'à 2024 que je viens de recevoir, il n'y a aucune trace de cela. Donc, c'est vraiment... c'est eux qu'il faudrait peut-être accuser de casse, ceux qui font ça. Parce que c'est volontairement vouloir salir quelqu'un, le tuer dans son honorabilité, mais ce n'est pas acceptable. On ne peut pas le faire. Il n'y a pas eu de crime. Pourquoi, diantre, veut-on condamner quelqu'un s'il n'y a rien eu? Monsieur le gouverneur, donc c'est sûr du faux. C'est sûr du faux que les autorités ivoiriennes se sont appuyées pour extraire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Faux et usage de faux. Totalement faux. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on le crie, et même ils le savent qu'il ne s'est rien passé. Mais comme il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, bon, ils ne veulent pas entendre, mais ils sont sûrs du faux et comme tout ce qu'ils font. Et c'est sur ça qu'ils prospèrent. Alors, donc, cette décision, parce que nous la vivons, cette décision a eu des répercussions dans le monde politique ivoirien. Ce n'est pas seulement au PPACI. Est-ce que vous avez entendu parler, est-ce que vous voyez que cela embête aussi les autres partis politiques ou les organisations de la société civile? Bon, sur ce point-là, il faut peut-être dire aussi que beaucoup pensent que se battre pour la réinscription du nom du président Gbagbo sur la liste électorale est une affaire personnelle au président ou bien personnelle au PPACI. Mais c'est une grave erreur que de penser cela. C'est une grave erreur. Et pourquoi? Gbagbo est un symbole aujourd'hui. Il est le symbole de la résistance. Il est le symbole de la souveraineté. Donc, le symbole-là, il appartient à tout le monde. On est symbole pour une communauté, pour un pays. Et si on s'attaque au symbole, ça veut dire qu'on s'attaque aux autres. Aux autres qui considèrent que c'est un symbole. On s'attaque à eux. Et c'est ça qui s'est fait aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui on enlève le nom du président Gbagbo impunément de la liste, mais ça veut dire que nous tous, nous sommes exposés, que ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui. Et d'ailleurs même ça se passe. Des exactions qui se passent aujourd'hui, des maisons qu'on détruit. Tout cela est lié à ce qui est fait aujourd'hui au président Laurent Gbagbo. Parce que si on ne dit rien, ça veut dire que le régime peut tout faire. Le régime peut faire tout ce qu'il veut, y compris dire même qu'il n'y a pas d'élection et puis on s'assoit. D'ailleurs même, peut-être qu'il vaut mieux faire cela que de nous donner à voir la mascarade des élections. Donc,
la réinscription du nom du président doit être un combat pour tous. Parce que c'est ça qui, une victoire sur ce front-là, va donc ramener la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc il est bon que toutes les composantes politiques de ce pays en prennent conscience. Parce que on dit, si on traite ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois mort? Alors, nous, les bois morts, là, on a qu'à faire attention, hein, et éviter qu'on fasse ça au bois vert. Monsieur le gouverneur, je vous comprends, mais vous savez que les partis politiques, chacun lutte pour arriver au pouvoir. Alors si on peut retirer le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et que ça peut nous faire de la place, vous n'allez pas nous demander de le supporter, de lutter pour ça. Mais on aura de la place pour rien, parce que celui qui a retiré le nom du président Gbagbo, ce n'est pas pour laisser quelqu'un d'autre prendre la place. Nous avons donc établi le lien entre le CAS et la politique, mais qu'en est-il des arguments juridiques qui militent en faveur du président Laurent Gbagbo, donc en faveur de son inscription sur la liste électorale? D'abord, premièrement, les faits sont là, les faits n'existent pas. Les faits n'existent pas, il n'y a pas eu de délit, il n'y a rien. Donc ça déjà même... Il n'y a même pas eu d'intention. Il n'y a pas eu d'intention. Puisque comment celui qui dirige un pays et qui, à cette époque-là, voulait donc que ce pays sorte de la guerre, peut aller commettre un tel acte? C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de casse. Le procès lui-même, ce n'est pas l'instance qui a jugé le président qui devrait le juger, parce que le président est un ancien président de la République. Il faut une cour spéciale. Voilà. Et puis, le président, selon donc ce qui lui était reproché, devait assister à ce procès. Il a été condamné à contumace. Par contumace, oui, comme si le pouvoir ne savait pas où il résidait à cette époque-là. Alors que c'est le pouvoir qui l'a amené à La Haye. Donc, le pouvoir sait très bien qu'il est à La Haye, et si on a besoin de lui, on peut demander à le ramener pour qu'il participe à son procès. Il y a aussi que la Cour africaine des droits de l'homme, qui a été saisie par une ONG ivoirienne sur la question du retrait du nom du président de la liste électorale, a demandé de façon formelle et claire que son nom soit réinscrit donc sur la liste. Il y a un certain nombre d'arguments juridiques qui ont été développés très largement par des plus sachants que moi sur la question. Moi, j'insiste sur les faits et puis sur l'éthique. Sur la question de l'éthique. Parce que, en général, dans les communautés humaines, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. Non, ça dérange la communauté. À qui a-t-on fait du bien? Mais le président Ouattara était inéligible. C'est Gbagbo qui l'a rendu éligible. En prenant une décision qui à l'époque a frustré les Ivoiriens, qui en fait beaucoup n'étaient pas d'accord, mais enfin, comme il a demandé, c'est une pluie de la mer, il faut l'avaler. Il faut l'avaler, et ça a été fait. Donc, c'est le président Gbagbo qui a fait revenir d'exil et le président Ouattara et le président Bédié après 99, après le coup d'État de 99. C'est lui qui les a fait revenir. Or, quand Gbagbo a été acquitté totalement à La Haye, le président Ouattara ne voulait pas qu'il revienne ici, en oubliant que dans la même posture, son homologue a fait main et pieds pour qu'il rentre. Voilà. Donc, il y a une question d'éthique. Ce n'est pas bon de faire du mal à celui qui a fait du bien. Donc la condamnation de Laurent Gbagbo à 20 ans de prison et la perte de ses droits civiques et politiques soulèvent des questions sur l'équité de notre système judiciaire. Alors, quel impact cela a-t-il sur la perception de la justice en Côte d'Ivoire? Bon, ça, ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est que les gens sont déçus, ils sont même frustrés, on ne comprend pas notre justice. Là encore, on vient d'appréhender Dossocha Rodel, le vice-président du CSP
Damana Picas va passer donc en jugement, hein, avec des motifs d'accusation qui vont depuis l'atteinte à la sécurité de l'État, le financement du mercenariat, etc. Oui. Bon, mais et il faut craindre que des choses inévitables ou bien non souhaitées n'arrivent. Alors, c'est vrai que les décisions prises par notre justice ces temps-ci ne la glorifient pas. C'est ça. C'est clair, ne la glorifient pas. Oui. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'il y a la manipulation des institutions judiciaires pour des raisons politiques. Vous pensez que cette perception nuit à la légitimité des autorités en place en Côte d'Ivoire? L'autorité d'un chef repose sur des règles aussi. Hein? Alors, si l'autorité elle-même bafoue les règles, à ce moment-là, la grande masse à qui donc ces règles s'appliquent aussi peut voir la chose autrement et peut prendre des positions qui sont peut-être qui seront des positions qui ne sont pas de nature à faire en sorte que la paix règne dans cette communauté. Je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question avant de nous séparer. Alors, envisagez-vous que la création d'une monnaie africaine pourrait contribuer à stabiliser la situation économique dans le contexte actuel? Quand je dis ça, je pense à l'AES, qui sont déjà revenus. On nous dit que bientôt une monnaie va sortir. Est-ce que cette monnaie est viable? Est-ce qu'il est bon de penser qu'un jour, les pays africains pourraient battre monnaie, leur propre monnaie? D'abord, je pense que au plan du PPACI adhère à la mise en place d'une monnaie communautaire, oui. Hein, mais souveraine. Hein, donc, on pense que du point de vue de notre idéologie qui est panafricaniste, nous devons donc aller à une monnaie communautaire qui sera un puissant moyen pour les échanges, pour activer des échanges entre les pays. Essayez d'imaginer que toute l'Afrique de l'Ouest, ou bien même toute l'Afrique, on a une même monnaie, qu'on va appeler bêta, par exemple. Bon, ça veut dire qu'avec mes bêtas en poche, je me lève, je vais au Burkina, je me lève, je vais en Libye, je me lève, je vais partout. Je n'ai pas de problème de change à faire. Et ça permet, ça va booster le commerce. Et si le commerce est boosté, c'est la production qui va être boostée, parce que si les gens vendent beaucoup, ça veut dire qu'il faut donc en arrière-plan fabriquer beaucoup. Donc c'est la production, c'est les usines, c'est les industries qui vont être créées. Donc, il est fondamentalement bon que nous allions à des monnaies, à une monnaie communautaire, et que chacun ne reste pas isolé dans son coin. Ça fait une certaine balkanisation qui empêche les produits de circuler. Et puis, remarquez, nous produisons la même chose. Donc finalement, chacun est tourné vers l'extérieur, hors d'Afrique. Alors qu'on on est là, on est voisins, on aurait pu avoir des économies complémentaires. Et c'est ce qu'une monnaie commune peut apporter. D'accord. Monsieur le gouverneur, faisons de la politique fiction. 2025, Laurent Gbagbo remporte les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il vous appelle en tant qu'expert à lui donner des conseils. Quels sont les premiers conseils que vous donnerez au plan économique et financier? Qu'il m'appelle en tant qu'expert, bon, qu'il m'appelle ou qu'il ne m'appelle pas, je pense que ce que moi j'aurais souhaité, c'est qu'effectivement, le programme de gouvernement du PPACI qui est donc élaboré et qui va bientôt être officialisé, être publié, que ce programme-là, les éléments qui sont dans ce programme-là soient réellement appliqués, parce que je suis convaincu que tous les éléments qui ont été retenus permettront donc à notre pays de sortir de la pauvreté et permettront à notre pays d'être un pays qui compte dans la sous-région et en Afrique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de secteurs où
dans lesquels donc, la Côte d'Ivoire connaît une régression au plan de l'endettement, où on a un endettement qui avoisine les 33 000 milliards, etc. C'est excessif. On peut dire que, oui, bien sûr, j'entends des gens dire, oui, mais dans tous les cas, on ne peut pas vivre sans endettement. Oui, d'accord. Et on ne prête qu'au pays qui... Oui, d'accord, on veut vivre sans endettement, mais ceux qui disent ça aujourd'hui reprochaient à Gbagbo d'avoir endetté le pays alors qu'il était à 6 000 milliards d'endettement. Aujourd'hui, on est autour de 33, enfin, au montant de 33 000 milliards, 35 000 milliards, et on dit ce qu'on dit. C'est pas vrai. Hein? Donc, il faut s'endetter parce qu'on ne vit pas en autarcie, mais tout ce qui est excessif est nuisible. C'est comme ça. Ok, merci Monsieur Philippe Henri Dacoury pour votre éclairage sur ces importants sujets. Le cas de la BCEAO reste un rappel poignant des défis politiques, juridiques et économiques auxquels la Côte d'Ivoire fait face. Alors que nous nous dirigeons vers les élections de 2025, il est essentiel de préserver la démocratie et de restaurer la confiance des citoyens dans nos institutions. Merci à nos téléspectateurs d'avoir été avec nous. À très bientôt pour un nouveau numéro de CAP 2025. Au revoir.